Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire « Comment fiabiliser vos prises de décision et déjouer les biais cognitifs ». Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Charon, qui est directeur de la qualité de vie et des conditions de travail dans le groupe Orange. Bonjour Jean-Pierre, on Bonjour. a la chance de se connaître depuis quelques années, y compris dans tes précédentes fonctions autour justement de la formation et de l'accompagnement des jeunes au sein du groupe Orange. Si aujourd'hui j'ai souhaité te faire intervenir, c'est que tu m'as partagé ton dernier ouvrage qui touche à tout ce qui est neurosciences et surtout à la compréhension de ce bel organe qu'est notre cerveau. Organe fort mystérieux, hein, donc j'invite tout le monde. On verra après, vous aurez les coordonnées de ce livre, mais c'est vrai que ça nous permet de bien comprendre que ce magnifique organe, j'ai envie de dire, notre cerveau, on en est encore qu'au début de son exploration, on a encore plein de choses à apprendre dessus, mais on progresse. Et voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant ton ouvrage. Et si aujourd'hui cet ouvrage nous intéresse particulièrement, c'est que au sein du groupe Egencia Éducation, on œuvre, on va dire, à travers Egencia Pro Academy, qui est l'organisme de formation qui s'occupe des salariés et des actifs. On œuvre sur des dimensions de management, de ressources humaines, de relations clients. Et en fait, tout ça, ça touche on va dire, à notre posture. Et on se rend compte que le cerveau, enfin, il est pour beaucoup. Donc, qui nous sommes rapidement, c'est le groupe Egencia Éducation est présent sur 4 campus en France et depuis récemment aussi le Grand Est. On forme côté Egencia Pro Academy 3000 personnes par an, donc sur ce qu'on appelle maintenant de la reconversion, du upskilling, c'est-à-dire avoir des nouvelles compétences par rapport à son métier ou apprendre un nouveau métier. Et sur nos différentes filières de compétences, on fait des offres en inter-entreprise et en intra-entreprise. À garder en tête aussi que au total du groupe, nous avons plusieurs alumni, plusieurs milliers d'alumni, 85 000, dont 20 000 dans la fonction RH. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que parmi les participants à ce live, bien sûr, on va avoir nos anciens qui vont pouvoir comprendre aussi comment leur magnifique cerveau fonctionne. Si je poursuis donc sur les filières très rapidement, on a parlé des ressources humaines, du management. Commerce, relations clients, immobilier et grande distribution, des formations spécifiques sur ces métiers-là, où souvent les soft skills font la différence dans la performance. Et quand on parle de soft skills, la prise de décision en fait partie. Donc c'est pour ça que c'est ce sujet particulièrement qu'on a mis en exergue aujourd'hui dans notre webinaire, sachant que c'est un chapitre complet dans ton ouvrage, hein, Jean-Pierre. Et justement, l'idée, c'est de rentrer précisément sur ce sujet. Donc, pour démarrer sur notre webinaire, si j'avais une première question à te poser, ça serait, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment se prennent nos décisions? Alors, la prise de décision, en fait, c'est un processus cognitif qui est très, très complexe, qui est très différent de la réaction instinctive et immédiate qui nous permet d'effectuer des choix entre différentes alternatives. Il implique un très grand nombre d'opérations qui sont distinctes, comme la définition de l'objet de la décision, la recherche, l'analyse, l'organisation des informations qui vont nous permettre de prendre cette décision, l'évaluation des différentes hypothèses possibles, et on va d'ailleurs s'appuyer sur nos connaissances, sur nos expériences pour faire le choix, et enfin donc prendre finalement la décision. Donc, vous voyez, c'est un processus complexe qui n'est pas un processus instinctif et qui d'ailleurs se joue au sein de notre cerveau qu'on appelle le cortex, qui est la partie la plus récente de notre cerveau. Et grâce à ce mécanisme qui est très bien huilé, eh bien nous prenons chaque jour des centaines, voire des milliers de décisions dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. Et nous faisons en règle générale une très grande confiance dans notre cerveau, dans sa capacité à nous faire prendre les bonnes décisions et les bons choix. Et d'ailleurs, nous sommes souvent tellement convaincus que
nous faisons les bonnes décisions, que nous prenons les bonnes décisions, que nous faisons les bons choix, que nous avons du mal à en changer parce que nous avons une confiance solide dans notre cerveau et on sait que quand on a pris une décision, parfois c'est un peu difficile de nous faire changer d'avis. Et pourtant, depuis presque 40 ans maintenant, les sciences cognitives, les sciences comportementales ont montré que nous commettions tous, sans exception, des erreurs systématiques lorsque nous devons prendre une décision. Et elles ont aussi montré que ces erreurs sont parfaitement prévisibles, car elles nous égarent en fait toujours dans la même direction. Il ne s'agit pas en fait de simples erreurs ponctuelles de raisonnement ou des erreurs d'inattention. Elles sont des erreurs qui vont toujours dans la même direction, qui sont des déviations répétées et systématiques par rapport à la logique. Et ces erreurs systématiques, parfaitement prévisibles en fait, puisqu'elles ont été étudiées maintenant depuis une quarantaine d'années, on les regroupe sous un terme que vous connaissez forcément, qui est celui des biais cognitifs. Alors, par rapport à ça, donc déjà, tu as parlé, tu as évoqué les fameux cerveaux, le cortex, et du coup, il y a le deuxième qui est l'émotionnel. Et dans ton livre, tu expliques bien qu'en fait, ce magnifique organe qui est le cerveau, c'est un organe qui est, alors excusez-moi pour l'expression, flemmard, c'est-à-dire qu'il est très énergivore et que du coup, il va plutôt essayer de s'économiser et c'est pour ça aussi qu'on a tendance, comme tu dis, à répéter ses erreurs parce que, voilà, c'est plus facile de refaire ce qu'on sait déjà. Mais exactement. Du coup, comme tu évoques les principaux biais cognitifs, et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est quels sont ces principaux biais cognitifs qui peuvent nous faire commettre ces fameuses erreurs un peu répétitives et finalement nous empêcher de prendre les bonnes décisions. En fait, il existe un très grand nombre de biais cognitifs. On en dénombrerait plus d'une centaine pour dire que c'est un volume important. Il y a plusieurs études qui ont été conduites, plusieurs classifications. Et évidemment, aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de tous les regarder. On va plutôt se concentrer sur ceux qui sont particulièrement puissants et ceux qui peuvent influencer nos décisions et pas toujours dans la même direction. Alors, j'ai envie de commencer à vous proposer un petit exercice. Hop là, Ah bah zut alors. Le tour de magie va pas marcher. Le tour de magie n'a pas marché, mais c'est pas grave, parce que c'est surtout l'idée. Regardez quand même ces 3 cartes, vous n'avez pas été trop attentif, vous savez pas, un peu spoilé, mais regardez ces 3 cartes et alors je peux pas vous interroger, mais la plupart d'entre nous, lorsque l'on voit ces 3 cartes, eh bien, on voit un as de trèfle, un as de carreau, un as de pique. Et si vous avez vu ces 3 cartes, eh bien, en fait, vous venez de commettre une première erreur d'interprétation, parce que maintenant, je peux vous le faire voir. C'était un as de cœur. Et en fait, pourquoi je vous fais faire ce petit exercice? Parce que nous avons commis, puisque c'est propre à nous tous, nous avons commis cette erreur parce que vous avez présupposé que toutes les cartes étaient dans le même sens. Vous avez interprété en fait la situation et vous avez donc commis une erreur parce qu'il y avait 2 cartes qui étaient dans un sens. Vous avez déduit que la 3e était aussi dans le même sens. Et en fait, comme tous les animaux de la planète, eh bien, nous sommes des êtres interprétatifs, c'est-à-dire que nous passons notre temps à interpréter les situations auxquelles nous sommes confrontés avec les informations dont nous disposons. En fait, nous ne voyons pas le monde avec nos yeux, comme on le pense, mais nous voyons le monde avec notre cerveau, qui passe son temps à tenter d'expliquer le monde qui nous entoure. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, il fait ça pour nous prémunir d'éventuels dangers, pour assurer notre survie, parce que c'est en fait sa fonction principale et essentielle. Et donc, il est attentif à tout ce qui est autour de lui.
Il interprète toutes les situations qui sont autour de lui, avec d'ailleurs en plus une petite attention aux mauvaises nouvelles, c'est-à-dire à ce qui pourrait consister un danger pour nous. Et donc nous interprétons le monde et nous ne le voyons pas exactement dans sa réelle objectivité. Alors cette fâcheuse manie, d'ailleurs, elle a été mise en évidence de manière assez drôle par deux psychologues allemands en 1940. Les deux chercheurs, en fait, ont fait visionner à plusieurs groupes de personnes de petits films d'animation dans lesquels il y avait des figures géométriques qui se déplaçaient sur cette animation avec un petit cercle, un grand triangle et un petit triangle, sans aucune logique. Et ensuite, ils ont interrogé, après ce visionnage, ils ont interrogé les personnes qui avaient vu ce petit film. Et en fait, ils ont été stupéfaits de constater que ces personnes se mettaient à inventer un récit autour de cette animation, celui d'un méchant triangle qui poursuivait un cercle lui-même aidé par un petit triangle, en attribuant des buts, des intentions, voire des émotions à de simples figures géométriques. Et en fait, dans notre vie au quotidien, c'est pareil. Notre cerveau, il interprète la réalité qu'il perçoit, il nous en propose une représentation d'une certaine manière, et malgré tous nos efforts, cette interprétation, elle est forcément subjective, elle est forcément imprécise, elle est forcément partiale, et du coup, elle peut être source d'erreurs dans certaines situations et nous conduire à prendre de mauvaises décisions. Et donc, ce qu'il faut un petit peu retenir, c'est que la carte n'est pas le territoire. Et nous voyons la réalité avec notre propre carte mentale. Et la première technique pour prendre les bonnes décisions, pour fiabiliser nos décisions, eh bien, c'est de ne pas hésiter à remettre en question, à remettre en cause la situation que nous devons affronter, à la questionner un peu à la manière d'un détective ou d'un policier pour s'assurer que nous avons la bonne compréhension de la situation. Et comme tu le disais, Élodie, comme notre cerveau est un peu paresseux et énergivore, il ne va pas toujours faire cet effort. Il va donc aller à ce qui lui paraît être le plus simple et le plus facile, et donc à ne pas creuser la situation. Maintenant que nous avons vu que nous devons nous méfier de nos interprétations, nous allons aussi examiner un autre biais cognitif qui est connu sous le nom de la relativité, qui lui aussi est particulièrement important et qui peut là aussi nous conduire à faire peut-être des erreurs dans nos prises de décision. Alors pour cela, je vais vous proposer un deuxième petit exercice qui est celui-là. Selon vous, quel est parmi les deux cercles du milieu le cercle qui est d'une taille un peu supérieure à l'autre? Je vous laisse regarder quelques minutes. Alors, vous l'avez peut-être découvert, parce que vous connaissez un peu maintenant, mais en fait, ces deux cercles ont strictement la même taille. Les deux cercles du milieu ont strictement la même taille. Et si vous avez peut-être décelé une petite différence, c'est parce que votre cerveau les a inconsciemment comparés aux cercles qui les entourent. Et en fait, c'est normal, parce que pour prendre des décisions, voilà le petit slide, pour prendre des décisions, alors attendez, je ne suis pas encore à l'aise avec le passage, voilà. Pour prendre des décisions, notre cerveau, il a besoin de faire des comparaisons. Il a besoin de prendre des repères pour pouvoir prendre les bonnes décisions. En fait, il ne sait pas faire autrement, c'est son mode de fonctionnement. Il ne sait pas prendre des décisions dans le vide, sans contexte, sans point de repère. En fait, il se comporte un petit peu comme un pilote qui doit effectuer un atterrissage dans le noir. Il a besoin de petites lumières de chaque côté de la piste pour le guider jusqu'à l'endroit où il pourra se poser. Et ce besoin de comparer pour pouvoir se décider, il est évidemment très utile puisqu'il permet de nous guider. Mais il comporte aussi un certain nombre d'inconvénients qui peuvent là aussi nous conduire à ne pas faire toujours les bons choix. Parce que notre cerveau, il est aussi très facilement influençable, il est très facilement manipulable. On dit que c'est une éponge à suggestion. Et pourquoi c'est une éponge à suggestion ?
c'est parce que pour notamment garantir toujours notre survie, il est très attentif à toutes les informations qu'on lui donne. Et donc, il y a certains petits malins qui peuvent profiter de ce biais pour orienter nos choix et nous berner. En fait, la technique, elle est assez simple. Elle consiste à fournir à notre cerveau des éléments de comparaison que l'on appelle des leurres, qui vont l'inciter à prendre la décision souhaitée. Alors, c'est une pratique assez courante qu'on trouve notamment en matière de vente et de marketing et qu'on trouve souvent sous le nom de domination asymétrique. Alors, je vais vous donner un exemple pour voir un peu comment ça fonctionne et comment fonctionne cette domination asymétrique. Alors, prenons cet exemple. Si votre fast-food préféré vous propose deux tailles de frites, une frite à 2,50 €, une petite frite à 2,50 € et une grande frite à 4 €, il est assez probable que vous choisissiez celle qui va correspondre à votre faim du moment. Vous allez vous baser sur votre faim sans trop de critères. En revanche, si votre fast-food toujours préféré vous propose, en plus des 2 portions de frites, une troisième portion de frites moyenne à 3,90 €, alors il est assez probable que vous optiez pour la grande frite à 4 € parce qu'elle n'est que 10 centimes plus chère que la moyenne frite. Et dans ce cas, en fait, nous allons faire notre choix non plus en fonction de notre faim, mais en fonction de ce qui nous paraît être le plus avantageux. Et donc là, le fast-food a intégré à l'heure dans sa gamme de prix pour vous inciter en fait non plus à vous positionner par rapport à votre faim, mais par rapport au fait que vous allez peut-être faire une affaire en prenant une grande frite qui ne coûte quand même que 10 centimes de plus que la moyenne frite. Il y a d'ailleurs quelques années une entreprise américaine d'électroménager qui a oublié un peu à ses dépens cette caractéristique de notre cerveau. Elle a conçu en fait et mis sur le marché un modèle unique de machine à pain. Et ce produit, vraiment, il avait tout pour plaire, il était vraiment parfait, mais les ventes ne décollaient pas et les résultats étaient très décevants. Et les fabricants ne comprenaient pas pourquoi cette machine à pain, qui vraiment avait tous les critères pour réussir, ne fonctionnait pas. Alors, ils ont consulté leurs spécialistes en marketing et qui ont eu l'idée de proposer en fait un deuxième modèle, un peu plus gros, mais 50% plus cher. Et en quelques mois, les ventes ont commencé à décoller parce que les consommateurs avaient enfin un point de repère pour pouvoir comparer ces deux machines à pain et donc pour choisir celle qui finalement était juste un peu plus petite, mais quand même beaucoup moins chère que le modèle le plus important. Donc, pour prendre nos décisions, nous avons besoin de points de comparaison, mais méfions-nous des éléments qui nous sont fournis pour faire ces comparaisons. Choisissons nous-mêmes ces éléments de comparaison et fondez toujours votre décision en fonction de vos propres besoins et repérez les leurs qui peuvent être distillés ici ou là et qui peuvent vous conduire à ne pas prendre la bonne décision. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ça nous en dit long sur le marketing et les publicitaires qui, depuis longtemps, a priori, ont compris comment notre cerveau fonctionne. Exactement. Il y a un autre biais dont on entend souvent parler, Jean-Pierre, qui s'appelle le biais d'ancrage. Comment fonctionne-t-il celui-là ? Alors, le biais d'ancrage, c'est sans aucun doute le plus redoutable d'entre eux. Et c'est un biais qui est particulièrement puissant avec les chiffres, avec les nombres. En fait, notre cerveau peut en être victime à chaque fois qu'il doit estimer une valeur numérique, alors qu'on lui a déjà donné une première information. Dans cette situation, en fait, quoi que nous fassions, notre cerveau réalisera toujours son estimation en fonction de la première valeur qui lui aura été fournie. Elle devient en sorte cette valeur, en quelque sorte, la valeur à laquelle on va s'accrocher à tout prix, quoi qu'il arrive. Valeur de référence, quoi. Ouais. Voilà, ça devient exactement la valeur de référence. Et même si on fait ensuite des estimations plus bas,
ben, elles seront toujours quand même minorées par rapport à cette valeur de référence. Alors là, je vous propose encore un petit jeu pour vous faire toucher du doigt cette réalité. Et prenons cet exemple. Si je vous dis, je me demande si l'espérance de vie d'un éléphant est supérieure à 110 ans, à votre avis, quelle est l'espérance de vie d'un éléphant? Je vous laisse dans votre tête choisir l'âge et l'espérance de vie de l'éléphant. Mais il est très probable que votre estimation sera beaucoup plus élevée que si ma phrase avait été « Je me demande si l'espérance de vie d'un éléphant est supérieure à 40 ans. Quelle est, à votre avis, l'espérance de vie d'un éléphant ?» Parce que en donnant le chiffre de 110 ans, vous allez forcément bâtir votre estimation à partir du chiffre de 110 ans, alors que si je vous dis 40 ans, vous allez forcément bâtir cette estimation à partir du chiffre de 40 ans. Alors que je n'ai pas dit que c'était une valeur de départ, hein, j'ai dit je me pose juste la question. Alors, essayez avec un groupe d'amis, ça marche très très bien. Et puis pour votre information et pour votre culture personnelle, un éléphant, ça vit entre 60 et 70 ans, et donc c'est juste entre les deux. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que pour montrer la puissance du biais d'ancrage avec les chiffres, il y a un professeur en économie comportementale qui s'appelle Dan Ariely, qui a réalisé avec ses étudiants l'expérience suivante. En fait, il leur a demandé d'inscrire sur un papier les 2 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale. Et ensuite, il leur a demandé de fixer pour une série d'objets le prix qu'ils étaient prêts à payer pour chacun de ces objets. Puis il a ensuite relevé les copies pour voir si les 2 chiffres de leur numéro de sécurité sociale avaient pu influencer d'une manière ou d'une autre leur estimation. Ben là aussi, le résultat fut sans appel. Les étudiants dont le numéro de sécurité sociale était le plus élevé avaient proposé les enchères les plus fortes. Alors c'est fou parce qu'il n'y avait strictement aucun rapport entre le numéro de sécurité sociale et la valeur des objets, mais rien à faire, l'encre avait quand même parfaitement fonctionné. Alors il y a une expérience encore plus glaçante qui a été faite il y a quelques années avec des juges à qui on avait demandé de jeter un dé qui pouvait tomber ou sur 3 ou sur 9. Et ensuite, on leur avait demandé de prononcer leur jugement par rapport à des situations qui leur étaient soumises. Eh bien, tous les juges dont le dé était tombé sur 9 avaient prononcé des peines supérieures à ceux qui avaient eu un résultat autour de 3. Donc là, c'est encore plus glaçant puisqu'on parle de justice. Parce que là aussi, d'une certaine manière, l'encre avait parfaitement fonctionné. Alors, ce biais d'ancrage, il peut influencer nos décisions de la vie courante, sachant que certains petits malins, effectivement, en profitent. Alors, c'est par exemple typiquement le cas des restaurateurs, de certains restaurateurs, qui peuvent intégrer dans leur carte 1 ou 2 plats avec un niveau plus élevé pour servir de valeur d'ancrage et faire apparaître tous les autres prix de la carte beaucoup plus bas qu'ils ne le sont réellement. Et si vous regardez, dans certains restaurants, on trouve ce plat qui d'ailleurs est très peu servi et qui sert juste en fait de valeur d'ancrage pour donner le sentiment que les autres prix sont beaucoup plus bas. Et puis c'est aussi, alors ça c'est un très grand classique chez les vendeurs d'électroménager qui vous dirigent d'abord vers un téléviseur avec un prix assez élevé avant de vous diriger vers un téléviseur d'un moindre coût parce que vous allez tout de suite, là aussi, le trouver beaucoup plus abordable puisque la valeur d'ancrage aura également parfaitement fonctionné. Et je voudrais parler encore de 2 biais que je ne vais pas développer là forcément très longtemps, mais 2 biais d'ancrage, 2 biais cognitifs qu'il est important d'avoir présent à l'esprit. Le premier, c'est le biais d'aversion à la perte. Nous avons tous tendance à avoir peur plus de perdre
que de gagner. Et donc ça, dans nos prises de décision, il faut rééquilibrer cette proportion à avoir plutôt peur de perdre que de gagner. Alors ça, c'est lié à notre histoire, hein, parce qu'évidemment, quand nous étions des Homo sapiens, il valait mieux s'accrocher à ce que l'on avait déjà plutôt qu'à prendre des risques qui pouvaient être des risques vitaux. Et vous verrez que lorsque vous posez la question de savoir si vous allez perdre quelque chose au regard de quelque chose que vous allez gagner, vous allez avoir des émotions beaucoup plus fortes, beaucoup plus stressantes d'une certaine manière, parce que l'aversion à la perte va jouer tout son rôle. Puis il y en a un autre aussi que je trouve assez drôle, qui est qu'on appelle l'effet de dotation cette fois-ci. Et donc là, c'est un petit exercice également qui a été réalisé, de mémoire d'ailleurs par Dan Alieri, qui a confié donc des tasses à 2 groupes d'étudiants. Au premier groupe, il leur a dit, voilà, je vous prête cette tasse, est-ce que vous pouvez m'en fixer un prix? Et puis à l'autre groupe, il a dit, je vous donne cette taxe et est-ce que vous pouvez en fixer un prix? Et en fait, le constat qui a été fait au terme de cette expérience, c'est que ceux qui avaient eu la tasse en dotation, à qui elle appartenait maintenant, ont fixé des prix beaucoup plus élevés que ceux à qui on avait simplement prêté la tasse, parce que dès que ça nous appartient, eh bien, ça prend une valeur aussi supérieure. C'est parfois on veut vendre sa maison à un prix qui est le prix que l'on croit être le bon prix, mais c'est le nôtre et c'est pas forcément le prix de l'acheteur, parce que ça nous appartient, on a le sentiment que ça vaut beaucoup plus. Et là, on parlait juste de tasse. Merci pour cet éclairage sur l'avant-dernier biais cognitif que tu as évoqué. Tu faisais aussi référence à l'Homo sapiens qui a quand même un peu marqué et qui continue à bien marquer quand même la manière dont notre cerveau fonctionne et réagit. Et d'ailleurs, dans ton livre, il y a toute une partie aussi sur les émotions. Et tu insistes sur le fait qu'il y a plus d'émotions négatives que positives, mais qui renvoient encore à notre état d'Homo sapiens, où en effet la survie, comme tu le dis, était quand même la principale, enfin en tout cas le principal moyen de réfléchir, de fonctionner, et ça quand même, ça nous marque encore plusieurs milliers d'années après. Hein. Je vais revenir sur ce que tu nous évoquais, et du coup on mélange aussi parfois corrélation, causalité. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi cette différence-là? Alors, la différence, je pense que vous l'entrevoyez, mais c'est souvent qu'on a quand même tendance à confondre les deux. Et ça, pour le coup, ça peut être la cause de mauvaises décisions. Et puis, parfois même d'ailleurs, dans certaines théories qui nous sont proposées, certains ont tendance à utiliser la corrélation pour faire passer un certain nombre d'idées, alors que ça n'est pas la même chose que la causalité. Donc, je voudrais vous en dire 2 mots, parce que c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Et je vais vous parler d'une expérience, en fait, qui a été réalisée sur le sujet et qui traduit bien la différence entre les deux. En fait, en 1999, il y a une étude très sérieuse qui a été réalisée sur la base de solides éléments statistiques par des chercheurs américains. Et cette étude, elle constata qu'il y avait une forte corrélation entre le nombre d'enfants atteints par de la myopie et ceux qui dormaient avec une veilleuse allumée. Donc, il y avait, semble-t-il, plus d'enfants atteints de myopie pour les enfants qui dormaient donc avec cette veilleuse allumée. Et elle conclut donc sur la base de ces éléments très documentés, parce que c'était une étude très très sérieuse, que les jeunes enfants qui dormaient avec une veilleuse allumée avaient plus de risques en fait de développer une myopie, et tout ça semblait finalement assez logique. Mais les conclusions de cette étude se révélèrent complètement fausses, et pour la raison suivante. Quelques années plus tard, il y a une autre étude qui montra en effet que les parents atteints de myopie avaient l'habitude de laisser la lumière allumée la nuit pour leurs enfants, mais comme cette maladie est pour partie héréditaire, il était donc normal de retrouver plus d'enfants atteints de myopie parmi les enfants dormant avec une lumière allumée, mais allumée par des parents myopes.
Et donc, les premiers chercheurs avaient confondu la corrélation. Il y a bien une corrélation entre les deux événements, mais pas la causalité, puisque la causalité, là, elle était plus liée à de l'hérédité, plus qu'à une pratique qui consistait à allumer une veilleuse. Donc, confondre corrélation et causalité est l'une des erreurs les plus commises par notre cerveau, qui se contente la plupart du temps d'une explication plausible à partir d'éléments qui semblent liés en apparence. Et ça reboucle avec le côté un peu flemmard de notre cerveau. C'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à admettre, et donc du coup, on ne se pose pas forcément beaucoup plus de questions et on admet cette corrélation comme étant la cause d'une situation. Et pourtant, il faut vraiment bien faire la différence entre ces deux notions qu'il faut absolument éviter de confondre et de rappeler que la causalité, hein, ça se produit lorsqu'il y a un élément qui affecte un autre élément, alors que la corrélation implique simplement qu'il y a une relation entre deux éléments, mais ce n'est pas du tout la même chose que corrélation et causalité. Et c'est très différent, et ces deux éléments peuvent être liés entre eux sans qu'il y ait donc de relation de cause à effet, et c'est ça qui fait la différence fondamentale entre ces deux approches. Pourtant, notre cerveau, il se laisse souvent berner, et il ne prend pas le temps de rechercher en fait la cause cachée qui explique en général pourquoi les deux phénomènes sont corrélés sans qu'il y ait de véritable causalité. Et cela éviterait de graves erreurs d'interprétation, comme celles commises par nos malheureux chercheurs. Et là, donc, dans le cas spécifique, dans la première étude, la cause cachée était l'habitude des parents myopes à laisser la lumière allumée. Donc on voit bien là, sur quelque chose de très sérieux pourtant, eh bien, qu'on a confondu les deux, mais que ça nous conduit à faire d'énormes erreurs, parce qu'on aurait pu lancer des campagnes de santé publique en interdisant d'allumer les petites lampes de chevet, alors qu'il n'y avait strictement aucun rapport entre les deux. Très clair. Alors maintenant qu'on a évoqué en fait un peu tous ces biais cognitifs, quelle approche tu nous conseillerais pour prendre les meilleures décisions? Parce que on se rend bien compte que, alors que ce soit dans notre vie privée ou au niveau professionnel, hein, on est tous confrontés à des décisions, à des choix, voilà, à devoir à un moment, en effet, se positionner. On voit bien que le cerveau nous joue des tours, hein, clairement, et qu'il a tendance même parfois à nous orienter plutôt vers ce que l'on a toujours connu ou en fait sur nos habitudes. Et cependant, à l'allure où va le monde, il va peut-être falloir aussi qu'on habitue notre cerveau à faire différemment. Donc, comment est-ce qu'on peut déjouer ces biais cognitifs très puissants? Alors, il y a quelques astuces pour y arriver. Alors, je vous propose ce petit tableau. Alors, je ne sais pas ce que vous y voyez, puisque chacun y va de son interprétation. Mais beaucoup y voient un personnage avec un chapeau jouant une flûte, la flûte, je crois, avec derrière une jeune femme assise sur un rocher. Donc ça, c'est si on regarde d'un petit peu près le tableau. Et puis si on dézoome un petit peu, peut-être que vous y voyez aussi autre chose, et peut-être que vous voyez se dessiner aussi le visage d'un homme qui prend pratiquement tout le tableau. Alors pourquoi je vous fais voir ça? C'est que notre cerveau, en fait, il a tendance à prendre des décisions au fur et à mesure que les problèmes se posent. C'est-à-dire que il les adresse un peu un par un parce que c'est plus facile pour lui et toujours parce que c'est aussi plus économe en énergie. Et il préfère les traiter un par un plutôt que de leur globalité. Je vous fais voir ce tableau où on zoome et puis après on dézoome et on ne voit pas tout à fait la même chose. Parce que c'est bien moins fatigant pour lui. Donc dans certains cas, il les découpe même en très petits morceaux, voire en sous-problèmes pour pouvoir mieux s'en sortir avec un minimum d'effort.
Et en fait, notre cerveau regarde les problèmes avec un cadrage souvent en gros plan, c'est-à-dire en mode focus, parce que c'est plus facile de découper les problèmes en morceaux pour pouvoir les résoudre, et non pas avec une vision grand angle. Par souci de simplicité, il envisage les décisions séparément et non dans leur globalité. Évidemment, cette approche, elle est souvent très pertinente et il a bien d'ailleurs raison d'agir ainsi parce que dans un très grand nombre de cas, c'est la bonne approche et c'est la bonne méthode. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes pris de nausées, il vaut mieux, après avoir déjeuné, il vaut mieux aller vérifier dans la poubelle la date de péremption du plat plutôt que de se lancer dans des IRM, aller voir le médecin, faire des bilans sanguins pour savoir ce qui s'est passé. Donc on a plutôt intérêt dans la vie de tous les jours de traiter les problèmes à la mesure où ils se produisent et puis petit bout par petit bout. Mais cette approche gros plan, elle est quand même si elle est judicieuse dans un certain nombre de cas, elle n'est pas toujours pertinente face à des situations qui sont plus complexes, et notamment quand on doit être amené à prendre des décisions qui sont des décisions importantes. Dans certains cas, en fait, il vaut mieux privilégier une approche qui soit plutôt une approche grand angle pour élargir le champ de la réflexion et de l'analyse, et éviter de commettre des erreurs. Parce que quand on est trop près du problème, parfois on ne voit pas dans quel contexte ce problème se pose, et donc ça peut nous conduire à ne pas prendre les bonnes décisions. En fait, une décision prise dans un cas trop serré qui ne prend pas toutes les données d'un problème à résoudre peut entraîner des conséquences qui peuvent être parfois même difficiles et dramatiques et qu'on ne soupçonne pas. Et je vais vous donner un exemple, qui est un exemple, alors pour le coup dramatique, qui est celui de l'explosion de la centrale d'Hiroshima en 2011. Vous vous rappelez, catastrophe nucléaire. Et en fait, c'est ce type d'erreur qui a été en partie responsable de cette catastrophe. Lors de la phase du projet de construction de la centrale nucléaire, les ingénieurs japonais ont analysé les données des tsunamis survenus à partir de 1960 pour déterminer la hauteur du mur d'enceinte qu'ils devaient bâtir pour protéger la centrale nucléaire. Et sur la base de ces observations, donc sur plusieurs années, puisque ça a remonté jusqu'aux années 1960, eh bien, ils ont décidé de construire un mur d'une hauteur de 5,7 mètres de haut pour protéger cette centrale. Mais en fait, ils ne prirent pas en compte le fait qu'une vague avait atteint 28 mètres en 1933 et 38 mètres en 1896. Et le 11 mars 2011, le jour du tsunami, 50 minutes à peu près après le tremblement de terre, eh bien, c'est une vague de 14 mètres de hauteur qui a déferlé sur la centrale, provoquant la panne des groupes électrogènes de secours, l'arrêt du système de refroidissement et l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l'humanité. Et donc là, on est typiquement dans une vision trop gros plan où on s'est focalisé sur une période récente. Ils n'ont pas suffisamment pris de recul en se disant que par le passé, peut-être qu'il y avait eu des vagues de hauteur plus importantes, et ça les a conduits en fait à prendre une décision qui n'était pas la bonne décision. Alors, je vous ai mis aussi la navette Challenger sur le slide parce que c'est à peu près la même chose. En 1986, si vous vous souvenez, la navette Challenger a explosé en vol, et là, c'est lié au fait que les ingénieurs, en fait, vous savez, les navettes, elles sont lancées depuis la Floride. Et donc, ils ont pris en considération dans la fabrication de joints on appelle des joints toriques, qui sont des joints qui sont utilisés pour la construction de la navette. Ils ont pris en considération les températures moyennes de la Floride. Ils n'ont pas considéré que ces températures pourraient être beaucoup plus basses que celles habituellement enregistrées, alors que dans l'histoire de la Floride, il y avait déjà eu des hivers
très, très froid. Et en fait, ce jour-là, il faisait très froid et les joints donc n'ont pas résisté. Et c'est la principale cause de cette catastrophe. Et là aussi, bien, c'est typique d'une approche trop gros plan et pas suffisamment grand angle. Alors, bien que nous ne soyons pas des experts en sécurité nucléaire et pas non plus des ingénieurs en aéronautique, eh bien, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons prendre des décisions erronées parce que nous sommes dans un cadre trop serré et qu'il est intéressant de prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir mieux l'appréhender et prendre les bonnes décisions. Alors, il y a un dernier petit conseil que je voudrais vous donner en matière de décision et de choix. En fait, il y a deux grands profils parmi nous sur la manière de décider. Il y a ceux qui analysent toutes les possibilités, qui réfléchissent beaucoup, parfois beaucoup trop, qui se posent beaucoup de questions, qui ne prendront pas de décision tant qu'ils n'auront pas absolument tout comparé, qui ne seront pas certains de leur choix. Et souvent, avant d'avoir fait tout ça, ils ont tendance à pas forcément agir. Puis il y a une deuxième catégorie qui va plutôt chercher le meilleur choix, pas forcément le choix absolument parfait, mais le bon choix. Et donc, ça leur permet de décider plus vite. Et le constat que l'on fait, c'est que ces personnes, les deuxièmes, elles sont plutôt plus heureuses et elles regrettent moins leur choix après avoir fait un choix parce qu'elles n'ont pas cherché absolument le meilleur choix, elles ont choisi ce qui leur paraissait être la meilleure solution à un moment donné. Et parfois, de vouloir tout comparer, tout savoir, etc., ça peut être très frustrant quand, notamment, on se trompe et ça peut arriver de se tromper. Alors, le petit conseil, c'est de se dire deux choses. Si c'est un choix réversible, eh bien, optons pour la deuxième solution. Il faut le vivre comme une expérience et on peut se tromper et ça n'est pas très grave. Et donc, faisons ce choix-là. On sera plus heureux parce qu'on n'aura pas investi exagérément dans toutes les comparaisons possibles et inimaginables. Et puis, si c'est un choix vraiment irréversible, très, très engageant, à ce moment-là, prenons le temps de la réflexion pour effectivement sécuriser notre choix. Mais alors, du coup, là, tu as commencé à nous donner un petit conseil. Donc, c'est la mesure du risque, finalement, par rapport à la décision. C'est vrai que tu as raison. Enfin, dans notre vie au quotidien, prendre le temps que tu évoques sur les premiers profils, au rythme où notre vie s'accélère, c'est très compliqué. Alors, la chance que l'on a, c'est qu'on a de plus en plus accès à l'information, donc ça peut nous permettre de mesurer en effet un certain nombre de données que tu évoquais, comme nos deux cas précédents, nos deux malheureux cas précédents, de Fukushima et de la navette. En revanche, souvent, la société ne nous laisse pas ce temps. Donc, est-ce que en conclusion, tu aurais si on devait retenir 2-3 conseils, ce seraient lesquels par rapport à tout ce que l'on vient de voir sur cette fameuse prise de décision? Alors, je crois que tu as complètement raison sur le fait que le premier conseil, c'est de bien dissocier ce qui est important, essentiel, peut-être irréversible, de ce qui ne l'est pas, pour pouvoir aussi consacrer notre temps, notre énergie sur la prise de décision qui est la plus impactante pour nous. Il ne s'agit pas de vouloir absolument, pour toutes les décisions que l'on prend, appliquer tous les principes, parce que ça serait épuisant pour notre cerveau pensant qui, à un moment donné, nous dirait tu me saoules, moi, je ne vais pas réussir à tenir le choc. Donc, je pense qu'il y a déjà le sujet il y a des décisions particulièrement importantes que l'on est amené à prendre, et quand on doit prendre ces décisions importantes, alors faisons attention à un certain nombre de points pour sécuriser notre décision. Et puis pour le reste, vivons-le effectivement comme une expérience avec parfois la possibilité de se tromper. Mais je vais me concentrer du coup un petit peu sur les décisions un peu importantes, un peu irréversibles. Et je vais revenir un petit peu sur les quelques points que l'on a regardés ensemble. Premier conseil, c'est de nous méfier de l'interprétation de la situation à laquelle on est confronté.
n'oublions jamais que nous voyons le monde au travers de notre propre carte mentale, qui n'est pas la carte mentale des autres. Chacun voit la réalité avec son prisme. Et donc, prenons le temps, ne prenons pas pour argent comptant notre première interprétation, creusons, essayons de comprendre plus précisément quelle est la situation. Ça, c'est un premier conseil, parce que ça peut souvent nous conduire dans des directions qui ne sont pas les bonnes. On n'a pas forcément le temps aujourd'hui, mais il y a plein de situations où effectivement on a interprété une situation sur la base d'éléments dont on disposait, mais qui ne correspondent pas finalement à la réalité. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut être vigilant. Le deuxième point, on l'a évoqué, faites attention aux comparaisons. Choisissez les éléments de comparaison qui sont les éléments de comparaison que vous choisissez vous, et méfiez-vous surtout des comparaisons qu'on vous suggère, et notamment des leurres qui peuvent vous être envoyés pour vous faire aller dans la direction que certains veulent vous faire aller. L'autre point, et on l'a vu, c'est de ne pas confondre corrélation et causalité, et de bien comprendre qu'est-ce qui relève de la relation entre deux situations et qu'est-ce qui relève de la cause entre deux situations, et en faisant attention notamment à certains qui veulent nous faire croire qu'il y a des relations de cause à effet, alors qu'il n'y a que des relations entre les situations, y compris d'ailleurs dans les médias parfois. Donc ça, c'est un point de vigilance. Et puis, privilégier cette approche grand angle à chaque fois que nécessaire. Dans la grande majorité des cas, c'est tout à fait pertinent que d'avoir un mode focus, mais dans des situations qui sont des situations, là aussi, qui vont nécessiter de prendre des décisions importantes avec un impact sur notre vie, et bien d'avoir une approche grand angle qui permette de voir toute la situation dans sa globalité et de pouvoir prendre la meilleure décision possible. Alors, du coup, il y avait une question d'un des participants sur cette différence entre gros plan et grand angle. Je pense que tu as y répondu à plusieurs reprises. Peut-être qu'au quotidien, on n'a peut-être pas besoin d'avoir ce focus grand angle, mais comme tu le dis, sur des décisions qui ont un véritable impact, voilà, je pense que c'est important aussi d'aller un peu plus loin que le fameux gros plan. Moi, je retiens quand même dans toutes tes explications qu'il faut aussi peut-être être assez humble par rapport à nos prises de décision, parce qu'on se rend compte que finalement, enfin, on maîtrise quand même pas tout. Enfin, notre cerveau veut prendre le pas sur nos décisions. Donc cette humilité, elle est sûrement fort importante. Et puis c'est cette capacité aussi peut-être parfois à accepter de pas avoir fait le bon choix et de pouvoir revenir dessus. Voilà, c'est aussi ce qu'on apprend sur le courage managérial, c'est que des fois on ne sait pas tout et qu'on peut se tromper, et je pense que c'est une belle leçon que nous donne notre cerveau aussi, c'est d'accepter ça, d'accepter ses erreurs et de pouvoir voilà, faire d'autres choix et de pouvoir repartir sur des décisions peut-être différentes, pour s'ouvrir un peu aussi. Peut-être une réaction par rapport à ce que tu dis. Effectivement, le droit à l'erreur est quelque chose qui est absolument fondamental. Et d'ailleurs, notre cerveau, il s'est aussi organisé pour ça. C'est-à-dire que, en fait, dans le mode de fonctionnement, il y a nos souvenirs, en fait, qui servent à ça, en fait. On a parfois tendance à ressasser, à être pollué par des souvenirs. Alors, bien sûr, aussi parfois par des souvenirs heureux, mais typiquement, les souvenirs, ils nous servent à ça. En fait, on oublie trop souvent que les souvenirs ont été créés par notre cerveau pour tirer les enseignements du passé. Non pas pour ressasser, non pas pour se dire « Ah, j'aurais dû faire autrement et ça se serait passé différemment ». En fait, le seul but des souvenirs, c'est de dire « Tu as fait ça comme ça, tu t'es trompé ».
utilise cette erreur que tu as fait pour progresser dans la prochaine action que tu conduiras. Et c'est vraiment, en fait, y compris pour Homo sapiens, qui devait tirer les enseignements de ses erreurs si vous voulez continuer à survivre. Voilà. Et donc, du coup, le droit à l'erreur et les souvenirs qui ont été créés par notre cerveau, ils servent exactement à ça, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on puisse tirer les enseignements de ces erreurs pour pouvoir progresser et non pas pour ressasser à l'infini au travers de ruminations sur le fait que on n'a pas forcément pris la bonne décision, c'est pas bien, je suis nul, voilà. Non, au contraire, servons-nous de ces souvenirs pour faire ce que tu viens de dire, Élodie, c'est-à-dire en faire un levier de progrès. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, en fait, il a été conçu pour faire ça, en fait. Oui, tu l'expliques très bien. Il y a un chapitre dédié à ça, justement, à la mémoire et aux souvenirs, et au fait que il faut en faire une force et non pas, comme tu dis, quelque chose où tu rumines systématiquement sur la situation qui a eu lieu, et plutôt en faire un levier pour faire différemment la prochaine fois. Voilà, donc merci. En tout cas, tu as mis le lien vers ton livre. Voilà, j'en fais en même temps, je fais la publicité. Vraiment une écriture très fluide et très accessible. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans la lecture, et qui, du coup, nous éclaire aussi bien sur notre vie perso que sur notre vie professionnelle. C'est ça qui est intéressant. À une époque où on parle beaucoup de santé mentale, de prendre soin de soi, cet éclairage sur le mécanisme de notre cerveau, il est précieux, et il peut aussi nous permettre peut-être de déculpabiliser sur certains fonctionnement que l'on a, et de faire différemment. Je pense que c'est ça aussi qui est important dans la compréhension des mécanismes de cet organe incroyable qui est notre cerveau, et qui va sûrement continuer à dévoiler un certain nombre de mystères, puisque on a de plus en plus de scientifiques qui se posent et qui travaillent dessus. C'est tout ce qu'on appelle, tout ce qui est en lien avec les neurosciences. Donc là, on a fait un zoom vraiment sur la prise de décision, mais on se rend compte aussi qu'il y a des impacts sur l'apprentissage, hein, on en parlait, sur la manière de fonctionner, et voilà, ça sera peut-être l'occasion d'en parler sur une prochaine édition, mais j'invite tout le monde à vraiment s'intéresser à notre magnifique cerveau. D'ailleurs, selon la taille, hein, tu as toute une partie là-dessus aussi. La taille n'est pas du tout en corrélation avec l'utilisation que l'on fait de ce cerveau-là. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant de savoir. C'est un organe extrêmement complexe, extrêmement bien fait, mais qu'il faut savoir comprendre pour pouvoir l'utiliser au mieux, parce qu'il peut parfois aussi nous conduire dans la mauvaise direction, parfois même nous berner, parce que parfois il est un peu flemmard, il va parfois à l'essentiel. Donc, et c'est vraiment le but de cet ouvrage, c'est un voyage, en fait, hein, au cœur de votre cerveau, pour comprendre comment il fonctionne, parfois comment il dysfonctionne, pour pouvoir le corriger, et avec un objectif qui est que ce soit le plus simple, le plus ludique possible, le moins prise de tête possible, parce que c'est pas un ouvrage scientifique. Les fondements et les références sont très solides et scientifiques, mais l'idée surtout, c'est de vous proposer ce voyage au cœur de votre cerveau pour découvrir cet organe extraordinaire que l'on ne connaît finalement pas si bien. Et puis, un organe très particulier, parce qu'on fait sa connaissance au travers de lui-même, puisque c'est lui qui nous permet de le comprendre. Donc, c'est un voyage très, très stimulant. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une dernière slide. J'ai demandé aux personnes de poser des questions, mais a priori, je pense que ça a été extrêmement clair, toutes tes explications. Moi, je vous fais juste un dernier focus sur nos offres de formation et sur deux parcours qui permettent, d'avoir quand même un diplôme à l'issue, un titre du répertoire national des certifications professionnelles en management. Le management, on le voit à travers ce que tu évoquais sur les prises de décision, c'est quand même
des personnes qui sont au cœur de ces mécanismes. Donc voilà, tout ce qui va toucher à la manière dont on va animer une équipe, gérer une équipe, prendre les décisions par rapport à un business, par rapport à des clients, par rapport à ses propres collaborateurs. Donc je pense que c'est des éléments qui sont systématiquement abordés. Donc, 2 titres, un de niveau 6 qui est le responsable en gestion d'activité opérationnelle et un niveau 7 où on est plus sur une dimension stratégique. Mais comme tu l'as aussi bien évoqué sur des éléments aussi vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'extérieur, avec le marketing, la communication, toute cette connaissance aussi du fonctionnement de notre cerveau finalement impacte plein de fonctions dans l'entreprise quand on regarde bien et c'est extrêmement intéressant de pousser aussi cette connaissance-là. Donc le deuxième titre, c'est le manager des organisations qui est vraiment sur une dimension très stratégique de l'entreprise et qui est un titre de niveau 7. Voilà, je remercie tous les participants. Comme d'habitude, ces webinaires sont enregistrés. Donc, sont bien sûr disponibles en replay. N'hésitez pas aussi à les partager avec vos propres réseaux, avec vos connaissances, parce que je pense que quand on peut avoir des éclairages comme celui que vient de nous donner Jean-Pierre, on ressort plus fort et plus intelligent, et je pense que c'est important pour le collectif. Merci beaucoup pour ton temps, Jean-Pierre, pour toutes ces explications. Et puis voilà, si vous voulez vous faire un petit cadeau, je vous invite tous à vous acheter ce petit traité d'hygiène mentale qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne et qui vous permet aussi de passer un bon moment et mieux comprendre comment vous fonctionnez. À très bientôt à tous sur des prochains webinaires organisés par Egencia Pro Academy. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. À très vite.